Bien, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous recevons donc aujourd'hui, en application de l'article 13 de la Constitution tel que mis en œuvre par la loi organique 2010-837 et de la loi 2010-838 du 23 juillet 2010, Madame Florence Pébernes, dont le président de la République propose la nomination à la tête de la Haute Autorité de l'Audit. Notre collègue sénateur Claude Nougin a été désigné rapporteur par notre commission pour préparer cette audition. La création de la Haute Autorité de l'Audit est récente puisqu'elle a succédé au Haut Conseil du Commissariat aux comptes, dit H3C, en tant qu'institution garante de la bonne application des normes d'audit et de la déontologie des commissaires aux comptes depuis le 1er janvier 2024. Votre candidature s'inscrit dans une, on va le dire comme ça, dans une certaine continuité, puisque vous occupez déjà ces fonctions depuis la création de cette institution et que vous étiez également présidente du H3C entre 2021 et 2024. Et notre commission s'était d'ailleurs prononcée favorablement sur votre candidature par 2 fois déjà. Vous aurez certainement la possibilité de nous présenter lors de votre propos liminaire un bilan de vos mandats précédents. La création de la Haute Autorité de l'Audit a été motivée par l'introduction de nouvelles obligations de reporting de durabilité à destination des entreprises par la directive CSRD du 14 décembre 2022. L'ordonnance du 6 décembre 2023 de la transposition de la directive CSRD a ainsi confié à l'autorité que vous présidez une nouvelle mission de contrôle des auditeurs en charge de la certification de ces informations durabilité. Vous aurez également l'occasion de nous présenter sans doute au cours de cette audition les implications de cette nouvelle activité sur l'organisation de vos services. Ce sujet est d'ailleurs au cœur de l'actualité puisque le Sénat a voté dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne un report de 4 des obligations du reporting CSRD pour certaines entreprises. Cette disposition a fait l'objet de nombreux débats au sein de notre Assemblée et je suppose que notre rapporteur Claude Nougin ne manquera pas de vous interroger sur ce point et même s'il nous rejoint, notre rapporteur pour avis sur le projet de loi DADU. Je vous rappelle que conformément à la loi précitée du 23 juillet 2010, cette audition est publique et retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Les délégations, ça c'est pour mes collègues, les délégations de vote ne sont pas autorisées et seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote à bulletin secret. Enfin, en vertu du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs exprimés dans les commissions des finances des 2 assemblées représentait au total au moins 3/5 des suffrages exprimés. Madame Pébernes sera donc entendue demain matin, mercredi 26 mars à 9h30 par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le dépouillement simultané aura lieu à l'issue de leur scrutin en fin de matinée demain. Nos collègues Bruno Belin et Thomas Dessus m'assisteront pour ce dépouillement comme scrutateurs et je les en remercie. Je vous cède la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur général. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, je me présente à vous. Je suis Florence Pébernes. Je suis conseillère à la Cour de cassation, mise à disposition de la Haute Autorité de l'Audit pour en présider le collège. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la 3e fois que je me présente devant votre commission, parce que c'est la 3e fois que je suis proposée par le Président de la République pour présider ce collège. La première fois pour terminer le mandat de mon prédécesseur, Madame Guéguin, qui a rejoint la Cour de cassation avant la fin de son mandat. La 2e fois pour être nommée pour un mandat de 6 années à la tête du Haut Conseil du Commissariat aux comptes. Et puis la 3e fois parce que le Haut Conseil a été remplacé à compter du 1er janvier 2024 par la Haute Autorité de l'Audit pour être nommée à la tête de ce collège. L'institution, le H3C, a duré pendant 20 années. Comme vous le savez, sa création fait suite à des scandales internationaux de taille mondiale et systémique qui ont pour partie trouvé leur cause dans
un audit insuffisant des sociétés dont les comptes étaient en réalité pas conformes à la réalité. Et donc, il a été décidé au niveau international, vous le savez bien, de proposer que notamment parmi toutes les réformes qui ont été induites par ces scandales, de décider que la profession des commissaires aux comptes ne serait plus régulée par elle-même. C'est dans ce cadre que, pour le choix français, c'est le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui a été créé avec cette mission. Vous savez aussi qu'au fil des réformes successives, notamment de la réforme européenne de l'audit et puis de la loi Pacte ensuite, les prérogatives du Haut Conseil ont été, au fil des années, renforcées. Les prérogatives du Haut Conseil ont été intégralement transférées à la Haute Autorité pour ce qui concerne la certification des comptes, et le fait qu'il soit obligé de changer de nom et qu'il devienne la Haute Autorité de l'audit, c'est effectivement pour accueillir une nouvelle mission légale. En plus de réguler la mission de certification des comptes, il fallait trouver une institution pour réguler la mission de certification des informations en matière de durabilité. Vous savez que la directive CSRD a demandé aux États membres d'être aussi exigeants dans la régulation de cette mission que les États membres le sont pour la régulation de la certification des comptes, montrant ainsi l'intérêt du législateur européen pour que ces informations de durabilité présentent le même niveau de qualité que ce que l'on peut attendre des comptes. La raison d'être du H3C et la raison d'être de la Haute Autorité, c'est faire progresser la qualité de l'audit en France. En 20 années, la manière de travailler des commissaires aux comptes s'est trouvée profondément modifiée par l'action du régulateur. Il faut dire que la France, dans son code de commerce, lui a donné des prérogatives à ce régulateur étendues. En plus de tenir les listes nationales des professions concernées, nous avons un rôle de normalisation, c'est-à-dire, vous le savez bien, s'agissant d'une mission légale, que les commissaires aux comptes n'ont pas une liberté complète d'exercice lorsqu'ils certifient les comptes. Elle est guidée, cette mission, par les normes d'exercice professionnel qui sont des articles du Code de commerce publiés au journal officiel après l'homologation par le garde des Sceaux. Mais la rédaction de ces normes elles-mêmes, c'est bien dans une démarche paritaire à la Haute Autorité de l'audit avant au H3C que la loi les a confiées. Première mission, donc la normalisation. Deuxième mission, évidemment, les contrôles qualité. C'est la principale mission de la Haute Autorité, comme c'était celle du Haut Conseil. Ce sont des collaborateurs du Haut Conseil qui procèdent à ces contrôles pour ce qui concerne la certification des entreprises non EIP. Et pour la certification des comptes des non-EIP, c'est une convention de délégation qui en confie la plus grande partie à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sous, évidemment, la surveillance, la direction et la supervision de la Haute Autorité. Nous validons ou pas le choix des contrôleurs délégués, nous indiquons sur quel sujet les contrôles doivent porter et nous donnons les outils d'élaboration de ces contrôles. Et c'est évidemment la Haute Autorité qui prend les décisions à la suite des contrôles lorsqu'ils ne se sont pas montrés satisfaisants. Et puis, mission supplémentaire, nous avons, vous savez, un service des enquêtes, puisqu'il y a une commission des sanctions à la Haute Autorité. Le service des enquêtes est dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Il y a environ une dizaine d'enquêteurs dans ce service. Et si les enquêtes révèlent effectivement des manquements, soit aux règles d'audit, les normes d'exercice professionnel dont je vous parlais, soit au code de déontologie, eh bien, le collège prend la décision d'engager des poursuites contre le commissaire aux comptes. Et ces poursuites sont présentées à la commission des sanctions, qui est une commission composée de 5 personnalités, dont un magistrat de l'ordre judiciaire, un conseiller à la Cour de cassation, et qui prononce des sanctions allant d'un simple blâme jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer, en passant par des sanctions financières au profit, évidemment, du Trésor public. Pour exercer ces missions, la Haute Autorité
comme son nom l'indique, puisque c'est une autorité publique, dispose de ressources propres. Ce sont des cotisations versées par les commissaires aux comptes et qui sont assises sur leur chiffre d'affaires de la certification des comptes, et puis depuis la modification de la loi sur la certification des informations de durabilité. Ce sont donc les missions historiques de la Haute Autorité, celles dont elle a hérité du Haut Conseil. Je dirais que nous procédons à un petit millier par an en compagnie nationale et autorité de contrôle d'activité. Quand je compte un millier, ça veut dire un millier de structures d'exercice professionnel. Je vous rappelle la cartographie un peu de la profession. Il y a 18 000 commissaires aux comptes inscrits sur la liste que nous tenons. Environ 11 500, 11 800 professionnels, personnes physiques. Le reste, ce sont des personnes morales. La profession de commissaire aux comptes en France est plutôt diversifiée et très hétérogène. Ça peut aller de cabinets de taille internationale à des commissaires aux comptes de taille plus modeste, adaptée à la certification de comptes d'entités de moindre importance. 250 000 mandats de certification en France. Il n'y a pas que les entreprises qui font l'objet d'une obligation de certification. Il y a, vous savez, les associations qui perçoivent plus de 153 000 € de fonds publics. Il y a aussi des établissements relevant du droit public comme les hôpitaux ou les universités. Et puis il ne faut pas le négliger, des entités qui sollicitent la certification de leurs comptes, même si elles n'y sont pas tenues légalement. Leur souci est de renforcer vis-à-vis de leurs interlocuteurs la confiance que l'on peut avoir dans la qualité de leurs comptes. Comme vous le savez, je vous l'ai dit dès le début de mon propos, je suis magistrat de l'ordre judiciaire, pas du tout commissaire aux comptes, et lorsque je vous tiens des propos ou quand je répondrai à vos questions, je le fais à ma place de magistrat de l'ordre judiciaire. Quel regard je porte sur cette profession ? Je pense que c'est une question qui peut vraiment vous intéresser en dehors de l'exposé peut-être un peu ennuyeux du contenu du Code de commerce. C'est une profession qui a une vieille histoire, vous savez qu'elle remonte au XIXe siècle. Vous savez aussi qu'elle est chargée d'une mission d'intérêt général et elle est au service de la confiance dans l'économie de notre pays. À telle enseigne que d'ailleurs, dans le monde, peu d'économies sont reconnues par mes pairs comme ayant le niveau suffisant pour que cette confiance soit acquise et puisse faire partie de l'organisme international qu'on appelle l'IFIAR et qui ne regroupe que 57 États dans le monde, ceux que, entre nous, nous avons considérés comme justement disposant d'une profession suffisamment solide et dont la régulation est indépendante de la profession elle-même. Le dernier État à avoir intégré l'IFIAR, c'est l'Inde, qui est entré en 2022. Et la Chine n'en est pas membre. Très peu d'États en Afrique. Un seul au Brésil, en Amérique du Sud, c'est le Brésil. Donc, vous voyez que c'est en fait, entre nous en tout cas, un niveau d'exigence assez élevé que ne permet pas d'accueillir toutes les économies du monde. Donc la profession de commissaire aux comptes, en 20 années, comme je vous l'ai dit, a profondément modifié ses méthodes de travail et les conditions dans lesquelles elle a modernisé et approfondi la qualité des travaux de certification des comptes. On peut souvent avoir l'idée que finalement, peut-être, c'est un peu ce qu'avait dit l'inspection générale des finances lorsqu'elle avait été sollicitée en préalable de la loi Pacte, qu'il n'était pas certain d'avoir un intérêt pour cette mission de certification, puisque, avait-elle dit, l'immense majorité des comptes sont certifiés et que lorsque l'on regarde le pourcentage d'entreprises qui font l'objet de procédures collectives selon qu'elles ont ou pas un commissaire aux comptes, il n'y avait pas de différence.
je ne suis pas convaincue par ces arguments. Je vois bien comme régulateur qu'en réalité, avant de parvenir à la certification des comptes, très souvent, les commissaires aux comptes demandent des rectifications à ceux qui les ont préparés, que ce soit à l'intérieur des entreprises, par les directions financières, ou bien par les experts comptables, lorsque les comptes sont présentés par des experts comptables. Et donc, au cours des travaux de certification, avant de parvenir à son rapport, le commissaire aux comptes fait des tests, prend connaissance de l'entité, connaît parfaitement le plan comptable applicable à l'entité et demande des rectifications pour qu'il puisse finalement parvenir à certifier les comptes, c'est-à-dire donner l'assurance qu'il n'y a pas d'anomalie significative dans les comptes pris dans leur ensemble. C'est la définition légale. Il y a des erreurs, des approximations, c'est inhérent aux questions d'audit, mais elles ne sont pas d'une importance telle qu'elles pourraient influencer la décision de l'utilisateur des comptes. C'est la définition légale et internationale de la certification. La profession a été très heurté par, vous le savez, par la promulgation de la loi Pacte qui avait rehaussé les comptes, enfin les seuils de signification, et pas tellement d'ailleurs dans la simple idée de dire qu'elle allait perdre du chiffre d'affaires, oui, bien sûr, mais aussi elle s'est questionnée, elle s'est questionnée sur l'utilité finalement que le législateur reconnaissait ou pas au métier de commissaire aux comptes. Et donc cette réforme a été ressentie avec beaucoup d'amertume par cette profession prise dans son ensemble, quelle que soit la taille des structures d'exercice professionnel. Je n'ai pris mes fonctions qu'après sa promulgation, 2 ans après son entrée en vigueur, et j'ai donc me suis donné comme première mission de renouer le dialogue entre cette profession et son régulateur, puisque la promulgation de la loi avait fait perdre la confiance réciproque qu'il doit y avoir entre une profession et son régulateur, et le dialogue était assez rompu. 4 ans plus tard, 2 événements sont passés. D'abord, les pertes et disparitions d'une partie de la population des commissaires aux comptes qui avaient été présentées comme un risque de la loi Pacte ne se sont pas produits. La profession n'a pas notablement diminué. Certaines toutes petites structures d'exercice ont effectivement disparu, mais ils sont encore 18 000 et donc il n'y a pas eu de recul très notable du nombre de commissaires aux comptes. Et puis, deuxième élément, effectivement, le dialogue est désormais serein, comme il doit l'être entre une profession et son régulateur, avec une confiance réciproque, même si nous avons évidemment chacun nos prérogatives auxquelles nous sommes l'un et l'autre attachés. C'est ce qui a permis d'ailleurs d'une rédaction sereine avec la direction des affaires civiles et du Sceau du projet de transposition de la directive CSRD avec la promulgation de l'ordonnance de décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier suivant. Le Haut Conseil, tout de même, pendant cette année de préparation, a commencé à dialoguer avec d'autres professionnels, puisque, vous le savez, la France a levé l'option que lui offrait le texte européen de proposer aux entreprises de choisir d'autres professionnels que les commissaires aux comptes pour certifier les informations de durabilité. Nous connaissions ce projet et donc nous avons préparé l'entrée dans notre champ de supervision de nouveaux professionnels que sont les sociétés adhérentes de la Fédération Filiance, dont je pense que vous connaissez l'existence, et qui sont le Bureau Veritas, Caliconsult, l'APA, l'AFNOR, etc., qui ont fait connaître leur intérêt pour cette mission de certification des informations de durabilité. C'est donc avec eux, les commissaires aux comptes, mais aussi les avocats, qui eux aussi ont fait connaître leur intérêt pour cette profession. Vous savez que le Conseil national des barreaux a voté une délibération dans ce sens en mai 2022. Donc nous avons dialogué avec ces nouveaux professionnels pour proposer 2 choses. D'abord,
une liste de formations que nous avons homologuées pour que ces professionnels déjà inscrits puissent, à l'issue de 90 heures, avoir suffisamment de connaissances pour commencer à exercer cette nouvelle mission légale. Et puis surtout pour rédiger des lignes directrices qui permettaient de guider ces professionnels, mais aussi les entreprises qui allaient avoir à rédiger pour la première fois des rapports de durabilité sur les exigences du régulateur en termes de qualité. Ce sont les lignes directrices que nous avons publiées à l'automne 2024. La réforme a été aussi l'occasion de profondément modifier la gouvernance de la haute autorité. Le collège a été profondément remanié. Le Conseil d'État y est entré, puisque nous n'avions pas de conseiller d'État par le passé. La Cour des comptes y a toujours été et elle préside le comité d'audit. Mais surtout, nous avons accueilli des personnalités compétentes pour leurs connaissances en matière d'information, de durabilité des entreprises. Et le monde de l'entreprise est très représenté à l'intérieur du collège de 14 membres, avec seulement 2 commissaires aux comptes. Encore sont-ils des commissaires aux comptes qui ont cessé leur activité depuis au moins 3 ans, toujours dans le souci de ne pas confier à la profession la supervision de la profession. Nous avons aussi, la loi a aussi créé une commission des sanctions, puisque nous avions avant qu'une formation restreinte, qui était une émanation du collège, et qui se plaçait en situation de prononcer des sanctions. Désormais, ce sont 5 personnalités qui ne siègent pas au collège principal et qui se réunissent lorsqu'il y a lieu d'examiner les dossiers d'enquête que le collège a estimés suffisamment constitués pour avoir des griefs à reprocher au commissaire aux comptes. Nous avons fait ces modifications à effectifs plus renforcés, mais à moyens constants, puisque nous ne percevons pas encore, bien sûr, les cotisations assises sur la mission de certification des informations de durabilité. Mais vous l'avez vu, je pense, les comptes de l'institution ne sont pas inquiétants et elle avait suffisamment de réserves pour faire face à ces nouveaux recrutements et à ces modifications d'organisation interne. Voilà ce que je peux dire en propos préliminaires pour vous permettre de me poser, bien sûr, les questions que vous souhaitez, en espérant avoir été suffisamment complète pour que vous ayez désormais une belle image de cette nouvelle institution de la République. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais vous rassurer. Je pense qu'après votre exposé, il y aura peu de questions. Est-ce que vous avez traité le sujet de gauche à droite, de haut en bas? Je pense qu'on est au clair et sur le passé, et sur les modifications, et sur le fonctionnement. Je vous en remercie. Alors, Monsieur Nougin, peut-être quand même, va vous interroger, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces précisions. C'était à la fois intéressant à travers l'historique que vous avez pu décrire, et puis également le cursus de cette haute autorité qui a changé de nom et qui s'adapte donc aux nouvelles réglementations européennes. Alors, j'aurai un certain nombre d'observations et de questions. Et je commencerai par évoquer la situation financière de la Haute Autorité de l'Audit H2A, puisque Haute Autorité Audit, on va dire H2A, pour faire simple. Dans un audit flash présenté en mai 22, la Cour des comptes avait mis en évidence la fragilité financière persistante, je cite, du Haut Conseil du Commissariat aux comptes H3C, auquel la H2A a succédé. La Cour préconisait notamment une meilleure maîtrise des charges, et inviter l'institution à ne pas écarter la perspective d'une augmentation des cotisations des commissaires aux comptes. Là, je pense que c'est une solution de facilité. Quand on ne sait pas régler un problème, on augmente ou les impôts ou les cotisations pour régler le problème. Pouvez-vous nous présenter un état des lieux de la situation financière de la H2A? Les recommandations de la Cour ont-elles été prises en compte lors de la création de cette nouvelle entité? Et je préciserai que les cotisations n'ont pas dû augmenter, à moins que les nouveaux acteurs
et aussi des cotisations, j'imagine. Mais le fait qu'il n'y ait plus de commissariat aux comptes obligatoire pour les PME et TPE, et certaines TPE, ont dû donc à la fois baisser le nombre de dossiers étudiés et par là même baisser les cotisations. Alors peut-être est-ce a été compensé. Après ce volet financier, je souhaiterais également aborder la mission de contrôle par la H2A des professionnels en charge de la certification des rapports de durabilité qui doivent produire les entreprises en application de la directive CSRD, comme l'avait dit M. le Président tout à l'heure. Les obligations de reporting CSRD ont récemment fait l'objet d'une remise en cause par plusieurs États membres de l'Union européenne. La Commission européenne a proposé le 26 février dernier, en réaction à cette levée de bouclier, de reporter et d'assouplir ces obligations dans son projet de législation omnibus. Tirant les conséquences des annonces de la Commission, notre Assemblée a voté, le 10 mars dernier, un report de 4 ans de ces obligations pour certaines entreprises lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. On a l'habitude de modifier les lois pour retarder un petit peu tout ce qui avait été voté par l'Europe avec enthousiasme. Comment percevez-vous les assouplissements des obligations de reporting CSRD qui semblent se profiler? Comment anticipez-vous l'impact de ces assouplissements sur l'activité de la H2A? Par ailleurs, alors que les premiers rapports CSRD seront publiés au premier semestre 2025, plusieurs entreprises ont exprimé leur mécontentement envers les auditeurs de durabilité. Ces derniers, essentiellement issus des grands cabinets d'audit, sont accusés d'avoir fait flamber leurs tarifs, peut-être par manque de concurrence aussi, c'est peut-être à regarder, sans pour autant être suffisamment montés en compétence sur les enjeux de durabilité. Comment la H2A compte-t-elle s'emparer de cette problématique? Enfin, je souhaiterais connaître votre sentiment sur un sujet qui intéresse particulièrement notre commission. Les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sont dès lors amenés à transmettre à Tracfin des déclarations de soupçons. Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises ne sont plus soumises aux vérifications par des commissaires aux comptes, notamment les PME, et en conséquence, comment s'exerce le contrôle de la H2A sur le respect de ses obligations? Les commissaires aux comptes vous semblent-ils suffisamment sensibilisés sur ce sujet? La H2A met-elle en place des actions à cet égard? Je vous remercie. Merci Claude. Je vous propose, Madame la Présidente, d'écouter Stéphane Sautarel également, qui a une question à vous poser. Merci, Président. Madame la Présidente, moi j'ai une question qui est peut-être un peu anecdotique, mais c'était pour savoir le regard que vous portez sur la certification facultative que vous avez évoquée concernant les collectivités territoriales qui aujourd'hui peuvent voir leurs comptes certifiés à leur demande. Certaines se sont engagées dans cette démarche. C'était pour savoir quel regard vous portiez sur cette question particulière. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de mes collègues? Je n'en vois pas, Madame la Présidente. Si vous voulez bien. Finalement, il y avait quelques questions supplémentaires. Merci, Monsieur le rapporteur. Question. La première porte bien naturellement sur les moyens financiers de la haute autorité. Effectivement, juste avant ma prise de fonction, la Cour des comptes avait porté un regard sur les finances du H3C parce que depuis plusieurs exercices, nous terminions avec un résultat négatif. Ça n'est plus le cas depuis que je préside cette institution et pour les 3 exercices complets que j'ai conduits, nous avons terminé avec un résultat bénéficiaire. Le résultat de l'exercice 2024, ce qui vient d'être calculé par mes collaborateurs, s'établit à 918 000 €, alors que d'ailleurs nous avions voté un budget déficitaire de 1,9 million d'euros. L'année d'avant, en 2023, nous avons terminé avec un résultat bénéficiaire de 492 000 €, alors que le collège avait voté un budget déficitaire de 1,6 million d'euros. Pourquoi ces résultats? D'abord, les produits de la haute autorité sont en hausse
Au cours de l'exercice 2024, par rapport aux prévisions budgétaires, nous avons bénéficié d'une hausse de ressources de 1,2 million d'euros. Je vous rappelle, je vous le dis, vous le savez, ce sont des cotisations des commissaires aux comptes, une double cotisation, une cotisation assise sur la totalité des honoraires tout mandat, et puis une surcotisation pour les mandats qui sont effectués sur des EIP, puisqu'évidemment, ce sont des mandats beaucoup plus complexes qui nécessitent pour nous beaucoup plus de travail. Donc, depuis les 3 dernières années, comme je vous l'ai dit, nous n'avons plus de difficultés financières. La raison aussi de la sous-exécution budgétaire, c'est parce que nous avons des difficultés, bien que nous recrutions beaucoup, à recruter des personnalités à la hauteur de nos besoins. Il n'est pas si simple que cela de procéder au contrôle qualité de l'activité de cabinets de taille importante et très importante. Il nous faut donc des professionnels de très haute qualité, ayant déjà une expérience de l'audit très solide. Et sur ce terrain-là, nous sommes évidemment en concurrence avec les plus grands cabinets qui recherchent les mêmes talents. Donc, nous ne parvenons pas toujours à recruter tous les personnels dont nous avons besoin, même si pour 2025, les perspectives de recrutement s'améliorent et nous pensons atteindre notre plafond d'emploi de 78 ETPT cette année-là. Nous avons, en 2025, fait voter par le collège un budget qui n'a un déficit que de 143 000 €. Donc, je n'ai pas d'inquiétude budgétaire. Et je n'ai pas sollicité la modification de mes ressources et du taux du pourcentage de calcul de la cotisation. Il est fixé au minimum, c'est un arrêté du garde des Sceaux qui est fixé au minimum. Et je n'ai pas sollicité l'augmentation de ce taux de cotisation. Sur les contrôles de durabilité. D'abord, évidemment, mon regard sur la directive. À ma place de présidente de la Haute Autorité, je n'ai qu'une légitimité réduite à m'exprimer sur ce qu'il faudrait pour les entreprises. Je peux juste dire que c'est une réforme, cette directive, d'une très grande ampleur. La précédente directive s'appelait NFRD et elle donnait aux entreprises l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière qui faisait l'objet d'une simple relecture par, la plupart du temps, le cabinet d'audit qui était chargé aussi de la certification des comptes de ces grandes entreprises. Mais la DPEF reposait sur... n'avait pas de sous-jacent de reporting obligatoire, ce qui veut dire que les entreprises exprimaient ou divulguaient dans ces déclarations de performance extra-financière ce qu'elles souhaitaient. Il n'y avait en plus cette simple relecture effectuée par les professionnels, même rattachés au cabinet d'audit, n'était pas une certification. Et donc c'était une lecture de cohérence. Et donc qui n'avait pas la rigueur que l'on a exigée des professionnels pointés par la CSRD. Qu'en est-il résulté ? D'abord, évidemment, une très grande surprise pour les entreprises de s'apercevoir que le montant des honoraires du même cabinet sollicité pour les travaux à effectuer en 2024 n'avait plus rien à voir avec ce qu'il sollicitait pour les travaux qu'il faisait sur la déclaration de performance extra-financière. Côté régulateur, même si moi je ne régule pas évidemment les honoraires, je ne peux que comprendre que le montant des honoraires ne puisse pas être le même. Les travaux n'ont pas du tout la même importance et n'engagent pas du tout la même responsabilité vis-à-vis du vérificateur. Deuxième critique des entreprises sur l'attitude des commissaires aux comptes, puisque sur ce marché-là, en tout cas, les autres professionnels que nous appelons pour aller vite les auditeurs de durabilité ne sont pas venus. Les entreprises se sont étonnées de ne pas avoir de concurrence et que finalement, lorsqu'elles ont adressé des appels d'offres, la plupart des
cas, dans la plupart des cas, c'est leur propre commissaire aux comptes qui certifiait déjà leur compte, qui a répondu à l'appel d'offres, et elles n'ont pas pu faire valoir une comparaison avec d'autres professionnels qui seraient venus. Elles ont donc soupçonné, comme vous le dites, monsieur le rapporteur, une entente. Je ne sais pas, je ne suis pas l'autorité de la concurrence. Je peux juste dire qu'il s'agit d'une nouvelle mission qu'ils n'avaient jamais exercée auparavant, les commissaires aux comptes. Encore une fois, la déclaration de performance extra-financière n'était d'ailleurs pas confiée à des commissaires aux comptes dans les cabinets d'audit. Elles étaient confiées à des ingénieurs spécialisés sur ces questions de durabilité. Donc, nouvelle mission, nouvelle responsabilité et des difficultés à constituer des équipes techniques à l'intérieur de leur cabinet pour répondre à cette nouvelle mission légale. En face de ce risque-là, ils se sont contentés, ces cabinets, de faire une proposition commerciale à leurs clients qu'ils connaissaient bien, dont ils connaissaient les risques et qu'ils pouvaient à peu près comprendre quelle serait l'étendue des travaux à accomplir. Ensuite, côté entreprise, le dialogue entre les commissaires aux comptes et les directions financières est ancien, connu et presque routinier. La plupart du temps, les directions financières sont d'ailleurs occupées par des personnes qui ont fait de l'audit. C'est le même monde qui parle le même vocabulaire. En 2024, les commissaires aux comptes se sont adressés à d'autres parties des directions d'entreprise, d'autres éléments, les directions RSE. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon de travailler. Et les questions qui ont été posées par les commissaires aux comptes aux directeurs RSE ont été conçues comme intrusives, inappropriées, manquant de compétences. Ça faisait 10 années que les responsables RSE rédigeaient des déclarations de performance extra-financière. Elles n'avaient jamais vu, ou à peu près, le commissaire aux comptes. Elles avaient seulement vu un collaborateur, certes à un niveau élevé, du même cabinet, mais chargé des questions ingénieurs et qui faisait une lecture, finalement, de cohérence, comme je vous l'ai dit. Là, ça a été tout à fait différent. Les travaux de certification ne sont pas des travaux de relecture. Et les données, cette fois-ci, qui figuraient dans le projet de rapport de durabilité, ont fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes, sans compter que, en sous-jacent de ce rapport de durabilité, il y avait les ESRS, c'est-à-dire un corpus obligatoire de production des informations en termes de quantité, de manière de les calculer, plus de 1000, vous le savez, qui ne pouvaient pas être simplement lus par le commissaire aux comptes sans faire l'objet d'un travail d'audit. Comment avez-vous eu la donnée? Comment l'avez-vous calculée? Selon quelle méthode? Quelle table de matérialité avez-vous fait? Quelle partie prenante avez-vous pris en compte pour établir votre table de matérialité? En fait, c'est comme si on avait créé un nouveau plan comptable. Comme si on avait dit à un directeur financier, vous voyez le plan comptable comme vous le connaissez, mais on le met à la poubelle, l'année prochaine, vous en utilisez un autre. Et c'est ce qu'on a fait avec les responsables des RSE, des grandes entreprises. Ça ne pouvait pas être serein. Quelle que soit la conviction de chacun des professionnels concernés par cette nouvelle mission, de faire un travail de qualité. À la fois les responsables RSE, qui, sincèrement engagés qu'ils sont, veulent produire de l'information de qualité pour orienter la durabilité de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Il n'y a pas de doute là-dessus, sauf quelques exceptions. Mais le dialogue avec les commissaires aux comptes ne pouvait pas être facile tout de suite. À la haute autorité, nous avons pensé que cette législation ambitieuse, utile, était peut-être trop vite mise en œuvre. Et que nous avions proposé, sans avoir été écoutés, qu'il aurait peut-être été plutôt préférable de faire des audits à blanc. C'est-à-dire qu'on aurait fait rédiger les rapports de durabilité aux entreprises, créer le dialogue avec les commissaires aux comptes, mais un dialogue qui n'aurait pas été public et qui n'aurait pas fait l'objet d'une publication d'un rapport de durabilité pendant 1, 2, 3 exercices avant que chacun
ayant bien compris quelles étaient ses prérogatives, bien compris quelles étaient ses obligations, puisse enfin s'engager dans une publication sereine. Alors, vous me demandez, vous me dites compétences insuffisantes. Comment faire autrement? À qui confier de façon compétente cette nouvelle législation? Qui trouver dans les économies européennes des professionnels qui connaissent à la fois parfaitement tous les sujets techniques qui sont abordés dans les ESRS? Je vous rappelle qu'il y a la biodiversité, la pollution, le traitement de l'eau, le traitement des déchets, les questions climatiques. Il faut autant d'ingénieurs que de sujets, sans compter le S et le G, de l'environnement, le sociétal et le gouvernance. Ça, c'est la partie technique. Et puis après, il faut quelqu'un qui connaisse l'audit. L'audit, c'est un technique, c'est un métier. Ça s'apprend, on met peut-être 5, 6, 7 ans à devenir un commissaire aux comptes. Et un ingénieur ne sait pas auditer. Un commissaire aux comptes manque de compétences techniques sur les sujets techniques. Donc c'est, je trouve, à ma place de juge, un peu injuste de dire qu'ils sont pas compétents. Personne ne l'est, les avocats ne le sont pas, pourtant ils se présentent aussi sur ce marché. Et encore une fois, les ingénieurs qui sont attachés aux entreprises comme Caliconsult, la PAV, etc., ont eu besoin aussi de mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'audit, qu'est-ce que ça veut dire je certifie qu'il n'y a pas d'information, quels travaux il faut que je fasse, quelle profondeur, comment je m'y prends pour tester le contrôle interne de l'entreprise là-dessus. Ils ne le savent pas. En revanche, ils sont excellents, effectivement, sur les plans de transition des entreprises, à la condition qu'ils soient très au fait du processus industriel d'une entreprise qui est très variable de l'une à l'autre, comme vous le savez. Voilà ce que je peux vous dire en répondant, j'espère, avec suffisamment de précision à la question que vous avez posée, monsieur le rapporteur, sur les contrôles de durabilité. L'obligation des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Oui, ce sont des presses professionnelles assujetties. D'ailleurs, la Haute Autorité a publié conjointement, en l'ayant rédigé conjointement avec Tracfin, des lignes directrices, qui sont évidemment désormais un article du Code de commerce et qui s'imposent aux commissaires aux comptes. Nous contrôlons l'action des commissaires aux comptes sur cette obligation légale et même nous les sanctionnons lorsque ils ne la respectent pas. Nous avons d'ailleurs déjà prononcé des sanctions contre des commissaires aux comptes qui auraient dû faire une déclaration de soupçon à Tracfin et qui ne l'ont pas fait. Et nous l'avons vu lorsque nous avons ouvert leur dossier d'audit qui mettait en évidence ces flux financiers qui pouvaient être soupçonnés de provenance illicite. Nous avons sanctionné le commissaire aux comptes, bien sûr. Et d'ailleurs, ces travaux ont été conjointement menés avec Tracfin, puisque l'élaboration du grief que nous avons reproché au commissaire aux comptes a été faite conjointement avec les services d'enquête de Tracfin. Je pense avoir répondu à vos 3 questions, monsieur le rapporteur. Nous changeons complètement de sujet avec la certification facultative des collectivités territoriales. Merci de me poser cette question, monsieur le sénateur, d'autant que je participe aux travaux de Fondafip et que Fondafip a le projet de faire un colloque sur ce sujet au Sénat dans le courant du mois de mai ou du mois de juin prochain. C'est une des suites de la loi Notré qui a décidé de proposer une expérimentation à celle des collectivités territoriales qui le souhaitaient, de faire certifier leurs comptes par des commissaires aux comptes. Cette expérimentation, d'ailleurs, qui avait une durée de 6 années, a fait l'objet d'une prolongation par le Sénat. Et un rapport a été rédigé par le gouvernement à destination du Sénat pour vous indiquer quelles étaient les suites de cette expérimentation qui était plutôt entre la main, évidemment, de la Cour des comptes que des miennes. Néanmoins, évidemment aussi, nous l'avons suivi puisque c'est tout de même une mission très nouvelle pour les commissaires aux comptes. La première année fut difficile. La première année, aucun commissaire aux comptes n'a pu certifier les comptes des collectivités territoriales qui s'étaient portées candidates. Il y avait trop d'écart entre
ce que le commissaire aux comptes comprenait de la situation financière et de la comptabilité de la collectivité territoriale et ce qu'en disaient aussi les normes de comptabilité publique. Le dialogue a donc été repris sous la houlette de la Cour des comptes entre les collectivités concernées et les commissaires aux comptes. À l'issue des 7 années d'expérimentation, les comptes ont fini par être certifiés où le nombre de réserves a été significativement réduit. Ce qui a fait beaucoup progresser, selon leur dire, les collectivités territoriales, c'est le regard des commissaires aux comptes sur le contrôle interne des structures, leur permettant, principalement aux élus d'ailleurs, mais aussi aux directions financières de ces collectivités, de comprendre les points de faiblesse qu'il pouvait y avoir dans leur structure pour l'élaboration des comptes. Le Haut Conseil a suivi avec attention, évidemment, cette expérimentation. La difficulté qu'il ne faut pas négliger pour certifier les comptes de collectivité, ce sont les normes comptables publiques, qui sont très différentes des normes comptables du droit privé, et qui finalement laissent à ceux qui établissent les comptes une large marge de manœuvre dans la présentation des comptes, ce qui rend toujours un peu délicat du coup le travail du commissaire aux comptes. Je comprends que la réflexion de la République sur cette question-là n'est pas achevée. Je comprends qu'elle doit encore progresser. Peut-être faut-il une situation politique plus stable sur une longue durée pour que nous continuions à progresser sur cette question. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur le sénateur? Merci. C'est un sujet en soi, votre question. Ben, il viendra au colloque. Voilà. C'est M. Arthuis qui dirige cette... Alors, quelqu'un de qualité, un ancien président de la Commission des finances. C'est pour ça que je le dis. Mais je le comprends bien, madame. Merci beaucoup, madame la présidente, à la fois pour la clarté de votre exposé et les réponses que vous avez pu apporter à nos collègues et notamment à notre rapporteur. Je vais maintenant, comme le veut la tradition, vous raccompagner et nous allons passer au vote. Et puis, simplement, vous en aurez le résultat demain, en fin de matinée. Merci. Voilà.